Bonsoir mesdames, messieurs, c'est le journal de 19h sur Al24 News. Voici les titres. Visite du président américain Joe Biden chez l'entité sioniste. Les deux parties signent la déclaration d'Al-Quds. L'Iran dans le collimateur de Washington. Crise céréalière, une avancée entre l'Ukraine et la Russie selon l'Organisation des Nations Unies. Va-t-on vers un dénouement final de la crise des exportations? Éléments de réponse dans notre édition. Fête du 14 juillet en France, des célébrations sur fond de conflit en Ukraine et une conjoncture énergétique exceptionnelle en Europe. Sport-jeux méditerranéen, les athlètes médaillés honorés ce matin par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Voilà pour les titres. On entame cette édition par la tournée du président américain Joe Biden au Moyen-Orient. La politique américaine dans la région vient de franchir un nouveau pas aux grandes dames des Palestiniens. Un accord stratégique est scellé avec l'entité sioniste pour contrer l'Iran. Pour Washington, à part Tel Aviv, aucune autre force nucléaire ne doit émerger dans la région. Sujet de Souhila Kilel. Les États-Unis sont prêts à user de tous les éléments de leur puissance nationale afin d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique. C'est ce qui est ressorti de la déclaration signée ce jeudi à Al-Quds par le président américain Joe Biden et le premier ministre sioniste Yair Lapid dans le cadre du partenariat stratégique entre les États-Unis et l'entité sioniste. L'oncle Sam ne s'en cache plus, même le langage diplomatique est pratiquement abandonné quand il s'agit de protéger son allié de toujours. Américains et Israéliens dévoilent leurs intentions et pactisent ouvertement contre l'Iran, dont l'avancée dans le domaine du nucléaire représente clairement une menace pour Washington et Tel Aviv. Dans son rôle d'équilibriste, l'administration Biden affirme en revanche vouloir poursuivre la voie diplomatique dans l'espoir de relancer l'accord de 2015, abandonné 3 ans plus tard par Donald Trump. Dans leur lancée, les États-Unis affirment leur soutien à la supériorité militaire sioniste dans la région, la seule force appelée à dominer, et la coopération américano-israélienne dans de nouveaux projets de systèmes de défense au laser. Biden a dit que son pays travaillera avec ses partenaires pour faire face, je cite, à l'agression et aux activités déstabilisatrices de l'Iran et soutenir le rôle d'Israël dans une structure régionale forte. Il ajoute par ailleurs que sa visite en Arabie Saoudite sera liée à cet objectif. Pour le dossier palestinien, le réflexe états-unien reste vif. Biden réitère le soutien de son administration à la solution à 2 États. Washington se dit prête à travailler avec Israéliens et Palestiniens vers cet objectif. Une redondance américaine, cette phrase devenue un leitmotiv pour la Maison-Blanche. Aucune attente du côté palestinien. Le chef du bureau politique du mouvement de la résistance Hamas, Ismail Haniyeh, a indiqué que les tentatives de l'administration américaine de réorganiser la région sur la base de l'intégration de l'entité sioniste et d'assurer la sécurité de par le biais d'alliances avec certains gouvernements, notamment ceux ayant cédé à la normalisation, sont voués à l'échec. Il a par ailleurs souligné que le peuple palestinien ne tombera plus jamais dans l'illusion et le mirage des négociations. Pacte d'Al-Quds ou pacte du mal, les États-Unis et l'entité sioniste scellent la signature du manifeste d'Al-Quds. Un pacte qui donne le plein pouvoir aux deux parties de contrecarrer l'Iran et met les Palestiniens au dernier plan. Sujet de Lila Gertal. 18 mois après son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden entame sa première visite au Proche-Orient. Il la commence par son allié de toujours, l'entité sioniste. Une tournée chargée de craintes et de critiques de ceux qui ne connaissent que trop bien la position américaine lorsqu'il est question de l'entité sioniste. Les États-Unis, avec leurs présidents successifs, n'ont jamais failli à la ligne directrice de leur politique américaine dans la région, de Camp David aux accords d'Oslo, à la déclaration de reconnaissance unilatérale de Trump sur la capitale d'Al-Quds. Les États-Unis n'ont jamais dévié. Pourquoi faudrait-il s'attendre à des surprises cette fois-ci avec Biden, lui qui a du mal à cacher sa sympathie pour un État brigand? Qu'apportera donc Biden de bien nouveau dans ses valises au Moyen-Orient? Rien.
Du moins, rien pour les Palestiniens. Rien que des mots creux, sans âme, du genre de capitale pour un pays que même les pierres d'Al-Aqsa n'y croient plus. En revanche, Biden vient conforter son allié Israël avec la signature du manifeste d'Al-Quds. Le conforter dans sa politique expansionniste et complotiste contre tous les États voisins afin d'asseoir son hégémonie au-delà des frontières, jouant avec assurance aux gendarmes effrontés contre toute voix dissonante ou contre quiconque manquerait de souplesse d'échine à la suprématie sioniste. L'Iran, en l'occurrence, contre qui est scellé ce manifeste, présente le prétexte tout trouvé pour les deux alliés. Le sort des deux pays est désormais scellé contre toute une région et qu'importe si l'avis d'autres acteurs n'est pas sollicité et qu'importe si cela constitue une menace pour la paix dans la région, qu'importe si les Palestiniens sont laissés pour compte, qu'importe si cette déclaration donne carte blanche à l'entité sioniste pour poursuivre sa politique de répression dans la région. Ce qui compte et ce qui importe, c'est que le Moyen-Orient reste à la solde d'Israël. Est-ce donc cela le message que Biden a voulu distiller pour sa première sortie au Moyen-Orient? Un mépris total des Palestiniens et une déclaration de guerre à peine voilée à l'Iran et tous ceux qui oseraient défier la volonté de sa protégée Israël. Au Sahara occidental, les unités de l'armée populaire sahraoui ont mené des attaques visant les retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur d'Al-Qalta. Le communiqué militaire numéro 582, publié par le ministère de la Défense nationale sahraoui, a déclaré que les unités militaires ont ciblé les forces de l'occupation avec des bombardements concentrés dans la région de Jebel El-Qara, secteur d'Al-Qalta. En Libye, le Conseil de sécurité proroge le mandat du groupe d'experts chargé d'assister le comité des sanctions, et ce jusqu'au 15 novembre 2023. Un renouvellement de mandat qui faciliterait au groupe d'experts la communication des renseignements sur le stockage d'armes ou encore le commerce illicite d'or noir. Sujet de Karim Bouaziz. La Libye gronde. Tout est réuni pour susciter la colère dans les rues de Tripoli, Tobrouk ou Misrata avec l'arrivée du juillet caniculaire, la coupure d'électricité et monnaie courante. Et plus encore, Tobrouk, des manifestants n'ont pas hésité à forcer le Parlement à l'aide d'un bulldozer pour y mettre le feu. L'emblème de l'ancien régime Muammar al-Kadhafi a même été sorti pour se remémorer un lointain passé révolu. Le désarroi est à son comble au sein d'un pays où les dirigeants sont houspillés à propos d'incuries régnantes, alors que des ressources en hydrocarbures feraient pâlir plus d'un État. Ailleurs, Homs, Sabha, Zawiya, Al-Baïda, ce sont des centres municipaux qui sont pris pour cible et incendiés. La cité portuaire de Misrata, qui servait jadis de levier pour financer l'État-providence de Kadhafi, en plus d'une gabegie ambiante, les unités de production ont vu leur site fermé. Les rassemblements musclés ne sont pas la seule explication, puisque des vagues de fermeture forcée des sites pétroliers sont aussi le résultat d'un bras de fer entre deux gouvernements rivaux, celui de la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Un blocus pétrolier entraînerait donc une baisse de production de gaz nécessaire à la production de courant électrique, sans parler des infrastructures en ruine, et ce depuis la croisade otanesque de 2011. Une grande partie des 7 millions d'habitants de la Libye n'ont pas d'autre choix que de se tourner vers des générateurs d'électricité peu fiables et polluants. La Libye, ou la contrée en quête d'un recouvrement d'un État, les problèmes au quotidien sont sans fin et la nuit sans courant risque de se prolonger. Actualité continentale toujours, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, et le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abdelrahman Jamal Lotfi Ben Bahmed, prendront part jeudi et vendredi à Lusaka en Zambie aux travaux de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères durant cette session. Les ministres des Affaires étrangères des 55 États membres de l'Union africaine se pencheront sur plusieurs questions relatives à la mise en œuvre de l'agenda continental pour la paix, la sécurité, le développement et l'intégration.
En Côte d'Ivoire, une première depuis 2010, le président Alassane Ouattara reçoit ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Cette rencontre avait été évoquée durant le dialogue politique organisé, un rendez-vous qui pourrait servir à faire avancer la réconciliation après les crises et une préparation des prochains scrutins de 2023 jusqu'à la présidentielle de 2025. Nous vous le disions en titre, en pleine crise céréalière, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a exprimé son soutien pour une solution à la crise des exportations de céréales, bloquées dans les ports des pays sous la tutelle des Nations Unies. Un engagement qui survient dans un contexte de crise d'approvisionnement depuis le début du conflit russo-ukrainien le 24 février passé. Sujet d'analyse avec Walid Ben Chaban. La Russie et l'Ukraine ont progressé au cours d'une réunion d'experts militaires à Istanbul sur la question du blocage des exportations de céréales à partir des ports de la région d'Odessa. Des progrès substantiels ont été réalisés. Mais bien sûr, c'était une première rencontre. Les progrès ont été extrêmement encourageants. Nous espérons que maintenant, les délégations reviennent dans leur capitale et nous espérons que les prochaines étapes nous permettront de parvenir à un accord formel. La Turquie annonce de nouvelles discussions sur ce sujet la semaine prochaine. À cet égard, les délégations ukrainiennes et russes ont convenu de tenir une réunion en Turquie la semaine prochaine. Lors de la réunion de la semaine prochaine, tous les détails seront revus et le travail que nous avons fait sera signé. Istanbul est considéré comme une étape capitale. La sécurité de l'opération des exportations des produits alimentaires ukrainiens est assurée à travers la mer Noire. Parmi les questions convenues figurait la création d'un centre de coordination conjoint à Istanbul et des contrôles conjoints des entrées et des sorties des ports. Nous avons été ravis de constater un accord sur un certain nombre de questions techniques, notamment la garantie de la sécurité des voies de navigation des navires céréaliers. L'accord négocié par Antonio Guterres depuis plus de 2 mois vise non seulement à faire sortir par la mer Noire quelques 20 millions de tonnes de céréales bloquées dans des silos ukrainiens, mais à faciliter les exportations russes de grains et d'engrais. Et concernant cette crise toujours, le ministre turc de la Défense Hulusi Akar a affirmé que lors de la réunion quadripartie Turquie, Russie, Ukraine et les Nations Unies sur les céréales ukrainiennes, qu'il a été convenu de créer un centre de coordination à Istanbul avec la présence d'un représentant de chaque partie. En Europe, la Commission européenne a abaissé jeudi ses prévisions de croissance dans la zone euro pour 2022 et 2023 à respectivement 2,6% et 1,4% contre 2,7% et 2,3% anticipés jusqu'ici en raison de l'impact croissant du conflit en Ukraine. La Commission prévient que la situation pourrait encore empirer en cas d'interruption des approvisionnements du gaz par Moscou. Pour rappel, l'Europe reste encore très dépendante des hydrocarbures russes. En France, la fête du 14 juillet survient cette année dans une conjoncture jalonnée par les crises en France et dans le vieux continent. Le conflit de haute intensité en Ukraine continue et traîne avec lui une série de complications. À Paris, la crise institutionnelle paraît pointée sur fond d'incertitude politique. Les détails avec Sofiane Baroudi. Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet paraît avoir cette année une saveur particulière. La présence des soldats d'Europe centrale et orientale rappelle la prégnance du conflit de haute intensité ayant cours en Europe dans l'agenda politique de Paris. Renouant avec l'interview coutumière de la fête nationale, le président français Emmanuel Macron a déclaré à cette occasion que la guerre sur le vieux continent va durer. Cette situation aux conséquences multiples fait peser des risques sérieux de stress énergétique sur la France. À ce propos, Emmanuel Macron a exprimé la nécessité de réduire la consommation d'énergie en promulguant un plan dit de sobriété, visant à accentuer le délestage électrique pour l'été. Les problèmes économiques et la crise sociale sont également au cœur des enjeux du nouveau quinquennat. Et les réformes préconisées par l'exécutif sur le dossier du chômage ou des retraites provoquent une levée de boucliers généralisée au sein des oppositions.
Justement, la France, au lendemain des dernières élections législatives, paraît être entrée dans un cycle de blocage institutionnel. À l'absence de majorité présidentielle, s'agrège une percée historique de l'extrême droite qui s'est taillé un groupe parlementaire au poids significatif à l'hémicycle. Pour leur part, les NUP, Alliance de gauche, ont annoncé qu'ils vont demander une commission d'enquête parlementaire relative à l'affaire Uber. C'est ce qu'a révélé le premier secrétaire du Parti socialiste, cité par Le Monde. Pour rappel, le journal britannique The Guardian avait dernièrement publié une enquête sous le titre Uber Files, révélant un nombre impressionnant de documents concernant notamment les facilitations accordées pour l'implantation de cette entreprise américaine en Europe. Cette dernière est accusée, entre autres, d'outrepasser le code du travail. Le pensionnaire de l'Élysée a donc été obligé de répondre à une question sur sa relation avec Uber, à l'époque où il était ministre de l'économie. Cette affaire aux allures de scandale s'ajoute à l'affaire McKinsey qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques mois, ou bien à l'affaire Benalla qui a suscité une grande indignation pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron. Les célébrations du 14 juillet peinent donc à masquer les difficultés auxquelles fait face la France. Pour rappel, les troupes françaises ont été obligées de plier bagages en quittant le Mali et font face à une contestation populaire ample, principalement en Afrique de l'Ouest. La situation sur le vieux continent paraît donc chargée de tensions et ouvre le champ à de multiples incertitudes qui planent au-dessus du ciel de la Ve République. Et le président français Emmanuel Macron a souligné l'importance pour son pays de contourner le gaz russe et diversifier son approvisionnement. Une décision conséquente du conflit russo-ukrainien en cours depuis le 24 février 2022. Le Premier ministre italien Mario Draghi a annoncé qu'il allait rendre sa démission jeudi. Démission refusée par le président italien Sergio Mattarella. Plus tôt, les sénateurs du mouvement 5 étoiles, membres de la coalition au pouvoir, n'avaient pas participé au vote de confiance sur un texte discuté au Sénat. Mario Draghi, confronté à l'effritement de sa coalition, a annoncé en Conseil des ministres qu'il remettrait sa démission jeudi soir. C'est ce qu'a indiqué le gouvernement. Au Royaume-Uni, le nom du prochain Premier ministre britannique est toujours attendu à Downing Street. 6 candidats sont en lice depuis l'officialisation du départ de Boris Johnson. Les détails avec Iman Merad. Suite au premier vote au Parlement britannique, mercredi 13 juillet, 6 candidats sont en lice au poste de Premier ministre après la démission de Boris Johnson. Sur les 8 prétendants qui avaient déposé leur candidature, 2 ont été retirés de la course ce jeudi. Nadim Zahawi n'ayant pas reçu le soutien nécessaire de 30 députés pour passer ce premier tour. Même chose pour l'ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt, annonçant son soutien à l'ex-ministre des Finances Rishi Sunak, qui est arrivé en tête avec 88 votes, devant la secrétaire d'État au commerce extérieur Penny Mordaunt, puis la ministre des Affaires étrangères Liz Truss, selon les résultats annoncés par Graham Brady. À cet effet, la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a déjà lancé sa campagne à la succession de Boris Johnson à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique. La ministre s'est engagée à prendre des décisions difficiles pour relancer la croissance économique. Je ferai campagne en tant que conservateur et je gouvernerai comme tel. Je sais diriger, je sais prendre des décisions difficiles et je sais faire avancer les choses. Je suis prête à être première ministre dès le premier jour. Je suis une personne loyale. Je suis loyale envers Boris Johnson. J'ai soutenu les aspirations de notre Premier ministre et je veux tenir la promesse du manifeste de 2019. Et ce que nous devons faire maintenant, c'est produire des résultats. Je suis la personne dans cette course qui a obtenu le plus de résultats. De son côté, Boris Johnson dit partir la tête haute au-delà de ce vote, affirmant face aux députés de la Chambre des communes être fier de son bilan. Au Royaume-Uni toujours, après la crise du Covid-19, des secteurs économiques se retrouvent désormais face à des pénuries de personnel. Un manque de main-d'œuvre qui pourrait freiner la reprise de la croissance. Pour rappel, et en vertu du Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne après le référendum de 2016.
Au Sri Lanka, la fuite du président occupe l'actualité depuis plusieurs jours. Le chef de l'État sri-lankais a pris la fuite vers les îles Maldives avant de s'envoler aujourd'hui pour Singapour, qui refuse de lui accorder l'asile politique. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Des files de véhicules qui font la queue devant les stations d'essence, une résidence présidentielle prise d'assaut par des manifestants. Au Sri Lanka, la crise économique s'est transformée en crise politique aiguë. Le pays vit des heures de turbulence suite au départ précipité du président Gotabaya Rajapaksa. Cela fait plusieurs jours que les Sri Lankais attendaient et réclamaient le départ de celui qui est arrivé au pouvoir en 2019. Alors que Gotabaya Rajapaksa avait annoncé qu'il déposerait sa démission mercredi, c'est finalement aujourd'hui vers les coups de 16h30 que le président en exil a annoncé sa démission par mail à l'Assemblée nationale. Le Sri Lanka n'avait pas connu de crise aussi profonde depuis son indépendance en 1948. À l'origine de la crise, l'effondrement de l'économie, le coup d'arrêt du secteur touristique vital pour le pays et la pandémie du Covid-19 qui a fini d'anéantir les dernières ressources du pays. Gotabaya Rajapaksa réduit drastiquement les impôts à son arrivée au pouvoir. Le pays se retrouve 3 ans plus tard en cessation de paiement. La pénurie de biens de première nécessité fait alors des ravages. La destination du président démissionnaire est aussi incertaine que l'avenir du pays qui s'est tourné vers le FMI. Il demeure à ce jour sans perspective d'avenir. Et dans la foulée, les autorités sri-lankaises ont décrété un couvre-feu dans tout le pays jusqu'à jeudi matin, suite à la crise que traverse le pays après la fuite du président Gotabaya, après un mouvement de révolte populaire qui a secoué le pays depuis samedi passé. Et l'actualité pandémique refait surface. Un nouveau variant a été observé pour la première fois en Inde il y a plusieurs semaines. Des cas ont été recensés au Japon, en Australie et même en Europe, plus exactement en Allemagne. Les détails avec Naïla Aït-Hamouda. À l'apparition de chaque nouveau variant, l'inquiétude monte. Alors que la 7e vague de Covid-19 frappe la France et plus largement l'Europe, à cause du BA5, un nouveau et énième sous-variant d'Omicron vient de semer les troubles. Il est apparu en Inde au début du mois de mai. Et en seulement 2 mois d'existence, le variant BA275, appelé plus communément Centaure, a ravivé l'inquiétude mondiale. Ce nouveau variant est unique, car c'est le premier véritable descendant d'Omicron. Plusieurs cas de Centaure ont été détectés en Australie, aux États-Unis, en Allemagne, au Canada et dans au moins 6 autres pays. Il devrait se répandre dans le monde entier à grande vitesse, surtout en cette période d'été. Les virologues ont exprimé leur inquiétude face à la propagation rapide de ce nouveau mutant de la souche Omicron. Le Centre européen de contrôle des épidémies a déclaré suivre de près l'évolution du nouveau mutant. D'après la même source, Centaure pourrait provoquer des maladies graves. Les scientifiques estiment que BA275 valait la peine d'être surveillé, car il contient beaucoup de mutations de pointe et un variant de 2e génération, avec une apparente croissance rapide et une large diffusion géographique. Selon les autorités sanitaires européennes, les vaccins contre les autres variants n'empêchent pas la propagation des nouveaux, mais ces vaccins restent efficaces pour prévenir les formes graves de la maladie. Retour en Grande-Bretagne, dans un musée écossais qui a fait la découverte d'un autoportrait de Vincent van Gogh, vieux de plus d'1 siècle, au dos d'un autre tableau du peintre néerlandais. Une découverte incroyablement rare qui sera partagée avec le public dès la fin du mois. Amir Abidja nous en dit plus. Une découverte hors norme. Il s'agit d'une des œuvres de Vincent van Gogh, un des artistes les plus importants et plus populaire du monde. Cette découverte a été rendue possible après une étude de haut rayon X du tableau portrait d'une paysanne peint en 1885. L'autoportrait a été découvert au dos de l'œuvre recouvert de couches de colle et de carton. Il montre un homme barbu assis avec un chapeau et un foulard autour du cou.
Lorsque nous avons vu le X-ray pour la première fois, nous étions bien sûr très excités et absolument ravis. Une découverte aussi importante d'une œuvre alternative n'arrive qu'une ou deux fois dans la vie d'un conservateur, et cette fois-ci c'était très spécial. Van Gogh, connu pour avoir réutilisé des toiles afin d'économiser de l'argent, surtout au début de sa carrière, il retournait la toile et peignait de l'autre côté. Aujourd'hui, les experts réfléchissent à comment séparer les deux peintures. Après avoir retiré la colle et le carton, un travail extrêmement délicat pour ne pas prendre le risque d'endommager le portrait d'une paysanne. L'étude au rayon X a été menée dans le cadre des préparations d'une exposition intitulée « Un goût pour l'impressionnisme » qui s'ouvrira le 30 juillet à Scotchy Nation Gallery et se déroulera jusqu'au 13 novembre. Des œuvres seront exposées, celles de Van Gogh, Degas, Gauguin et Monet. L'autoportrait en sera la pièce phare reproduite par la radiographie. Sport et suite à la participation historique de l'Algérie à la 19e édition des Jeux méditerranéens abrités à Oran du 25 au 6 juillet, les athlètes algériens ont été honorés par le président Abdelmadjid Tebboune cette matinée. Faisal Saleh. Une récompense au mérite. Les athlètes algériens ont été honorés ce jeudi au Palais du Peuple par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Lors d'une cérémonie organisée en leur honneur, le président Abdelmadjid Tebboune a salué et félicité chaleureusement tous les athlètes médaillés qui ont hissé le drapeau algérien au plus haut des marches du podium. 34 sportifs, dames et messieurs, ont reçu un diplôme d'honneur et une récompense financière. La cérémonie s'est déroulée en présence du Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, du président du Conseil de la Nation, M. Salah Goudjil, du Premier ministre algérien, M. Ayman Abdelrahman et d'autres personnalités politiques afin d'honorer les sportifs algériens. Oran 2022, les Algériens se sont illustrés. 53 médailles, 20 en or, 17 en argent, 16 au bronze, une 4e place dans le tableau du classement général et le meilleur résultat lors des JM. Certains athlètes médaillés au JM Oran 2022 n'ont pas pris part à la cérémonie car ils sont retenus par des obligations à l'instar des athlètes de l'athlétisme actuellement à Oregon pour disputer le championnat du monde. Cette cérémonie a été également marquée par la présence du karatéka Ayoub Hilessa qui a décroché la médaille d'or en karaté-do à la 11e édition des Jeux mondiaux à Birmingham et qui a tenu à remettre cette distinction au président de la République. De leur côté, les athlètes médaillés au JM Oran 2022 ont offert au président Abdelmadjid Tebboune un maillot dédicacé par l'ensemble des sportifs et floqué Algérie. Une photo de famille avec l'ensemble des athlètes et des hauts responsables de l'État. Cette cérémonie en l'honneur des athlètes algériens entre dans le cadre de la politique du président Abdelmadjid Tebboune visant à promouvoir et à encourager l'émergence du sport d'élite nationale. Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, le bulletin météo présenté par Amal Amézien Zitouni. Excellente soirée.